James Baldwin, si Beale Street pouvait parler. Seconde partie. Sion. Fonny travaille sur un morceau de bois. C'est un bois tendre et brun. Il est posé sur l'établi. Fonny a décidé de faire mon buste. Le mur est couvert d'esquisses. Je ne suis pas là. Ses outils sont à côté du morceau de bois. Fonny tourne autour, terrifié. Il n'ose pas toucher le bois. Il sait qu'il doit le faire, mais il a peur de le profaner. Il le fixe au bord des larmes. Il voudrait que le bois lui parle. Il attend que le bois lui parle. Tant qu'il ne lui parlera pas, Fonny ne pourra pas commencer. Je suis emprisonné quelque part dans le silence du bois, et Fonny est avec moi. Il prend un ciseau, le repose, il allume une cigarette, s'assied sur son tabouret, contemple le bois, reprend son ciseau. Il le repose à nouveau, va à la cuisine se verser une bière, revient, s'assied sur le tabouret et fixe le bois. Le bois le fixe en silence. Salaud, dit Fonny. Il reprend le ciseau et s'approche du bois muet. Il l'effleure de la main, le caresse. Pour le taquiner, il appuie le ciseau contre le bois. Le ciseau commence à bouger. Fonny commence à sculpter. Et se réveille. Il est dans sa cellule, seul, en haut de la prison. C'est provisoire. Bientôt on le fera descendre dans une cellule plus grande avec d'autres hommes. Il y a une cuvette de cabinet dans le coin de la cellule. Elle pue. Et Fonny pue. Il bâille, rejette les bras derrière sa tête et se tourne nerveusement sur l'étroite couchette. Il écoute. Il n'a aucune idée de l'heure, mais ça n'a pas d'importance. Les heures sont toutes les mêmes, les jours se ressemblent. Il regarde ses chaussures posées sur le plancher à côté de la couchette. Elles n'ont pas de lacets. Il essaie de trouver une raison à sa présence ici, une raison de bouger ou de ne pas bouger. Il sait qu'il doit faire quelque chose pour s'empêcher de couler, et chaque jour il essaie. Mais il n'y arrive pas. Il ne peut ni se retirer en lui-même, ni sortir de lui-même. Il est étendu là, complètement immobile, paralysé par la peur. Il se lève et va pisser. La cuvette est engorgée, bientôt elle débordera. Il ne sait pas quoi faire pour y remédier. Il a peur, seul dans cette pièce. Mais il redoute aussi le moment où on le fera descendre avec les autres, qu'il voit au repas, qu'il le voit. Il les connaît, il les a tous vus déjà. S'il les rencontrait dehors, il saurait quoi dire à chacun d'eux. Ici, il ne sait plus rien. Il est muet, il est terrifié. Ici, il est à la merci des autres et aussi de cette masse de pierre et d'acier. Dehors, il n'est pas jeune. Ici, il se rend compte qu'il est très, très jeune, trop jeune. Vieillira-t-il ici ? À travers l'étroite ouverture dans la porte, il contemple ce qu'il peut apercevoir du corridor. Tout est tranquille et silencieux. Il doit être très tôt. Il se demande si on l'emmènera aux douches aujourd'hui. Mais il ne sait pas quel jour on est, il n'arrive pas à se rappeler quand il a pris sa dernière douche. Je demanderai à quelqu'un, pense-t-il, comme ça je saurai. Il faut que je me souvienne, je ne peux pas me laisser aller ainsi. Il essaye de se rappeler tout ce qu'il a lu sur la vie en prison. Il ne se souvient de rien. Son esprit est aussi vide qu'une coquille, résonne comme une coquille, bruit creux, qui n'offre ni question ni réponse, rien. Et il pue. Il bâille de nouveau, se gratte, il frissonne, réussit à grand-peine à étouffer un cri, empoigne les barreaux de la fenêtre et regarde le ciel. Le contact de l'acier le calme un peu, la pierre rude et fraîche contre sa peau le réconforte. Il pense à Franck, son père. Il pense à moi. Il se demande ce que le monde entier, son monde, fait sans lui. Pourquoi on l'a laissé seul ici, peut-être pour mourir. Le ciel a la couleur de l'acier. De grosses larmes coulent le long de ses joues, irritent son menton mal rasé. Il n'arrive pas à rassembler ses forces de résistance parce qu'il ne peut se donner une raison de sa présence ici. Il va se rallonger sur sa couchette. Il lui reste 5 cigarettes. Il sait que je lui en apporterai ce soir. Il en allume une, contemple les tuyaux au plafond. Il tremble. Il essaye de se calmer. Encore un jour. Ne panique pas. Reste calme. Il tire sur sa cigarette. Son sexe durcit. Distraitement, il le caresse à travers son pantalon. C'est son seul ami. Il serre les dents, lutte, mais il est jeune et solitaire, il est seul. Les yeux fermés, il se caresse doucement comme s'il priait. Son sexe rigide répond, brûle, et Fonny soupire et tire sur sa cigarette. Il s'interrompt, mais sa main ne veut pas rester tranquille. Il se mord les lèvres, il voudrait... Mais la main refuse de rester tranquille. Il enlève son pantalon et remonte la couverture jusqu'à son menton. La main s'agite, elle se serre, s'agite de plus en plus vite, et le corps de Fonny commence à bouger. Oh, il essaye de ne penser à personne, surtout pas à moi. Il ne veut pas que je sois mêlé à cette cellule, à ses gestes dans cette cellule. Oh, il se tourne, il se tord, son ventre tremble. Oh, des larmes envahissent ses yeux. Il ne veut pas que ça cesse. Il faut que ça cesse. Oh, oh, oh. Il lâche sa cigarette sur le plancher, s'abandonne tout entier. Il s'imagine que des bras humains l'enlacent, il gémit, il crie presque. Son sexe raidi et brûlant lui fait creuser les reins. Ses membres se tendent. Oh, il ne veut pas que ça cesse. Il faut que ça cesse.
Il gémit, c'est prodigieux. Son sperme coule, gicle, jaillit sur sa main, son ventre, ses couilles. Il soupire. Au bout d'un long moment, il ouvre les yeux, et la cellule s'abat sur lui, pierre et acier, et lui rappelle qu'il est seul. À 6 heures, on le fait descendre pour la visite. Il n'oublie pas de prendre le téléphone. Salut. Il a un large sourire. Comment ça va, bébé? Dis-moi quelque chose. Tu sais bien que je n'ai rien de spécial à te dire. Comment vas-tu? Il embrasse la vitre, j'embrasse la vitre. Mais il n'a pas bonne mine. Hayward viendra te voir demain matin. Il pense qu'il va obtenir une date pour le procès. Quand? Bientôt, très bientôt. Que veux-tu dire, bientôt? Demain, le mois prochain, l'année prochaine? Est-ce que je t'en parlerais, Fonny, si je n'étais pas sûr que c'est bientôt? D'ailleurs, Hayward m'a dit que je pouvais te l'annoncer. Avant que le bébé soit là? Oh oui. C'est prévu pour quand? Bientôt. Alors son visage change, et il rit. Il fait semblant de me menacer de son poing. Comment va le bébé? En pleine forme, j'en sais quelque chose. Il te bourre de coups? Il rit de nouveau. Sacré vieille tiche. Son visage change encore. Une autre lumière l'éclaire. Il est très beau. T'as vu Franck? Oui. Il fait des tas d'heures supplémentaires et viendra demain. Avec toi? Non, le matin, avec Hayward. Comment va-t-il? Bien, mon amour. Et mes deux salopes de sœurs, comme d'habitude. Elles sont pas encore mariées? Non, Fonny, pas encore. J'attends la question suivante. Et ma mère? Je ne l'ai pas vue, évidemment. Mais elle semble aller très bien. Son cœur l'a pas encore lâché, hein? Ta maman est de retour de Porto Rico? Pas encore. Nous l'attendons d'un moment à l'autre. Son visage change à nouveau. Mais si la bonne femme continue à dire que je l'ai violée, je serai ici pour un bon bout de temps. J'allume une cigarette, puis je l'éteins. Le bébé bouge comme s'il essayait d'apercevoir Fonny. D'après maman, Hayward peut démolir son témoignage. Elle a l'air assez hystérique. D'ailleurs, elle fait un peu de prostitution, ce qui n'arrange pas sa position. En plus, tu étais ce qu'il y avait de plus noir dans le groupe ce matin-là. Il y avait quelques types blancs, un portoricain et deux ou trois frères à peau claire, mais tu étais le seul noir. Je me demande si ça va peser lourd. Eh bien d'abord, ça peut faire annuler le procès. Elle dit qu'elle a été violée par un noir, alors ils ont mis un noir dans le groupe, au lieu d'un tas de mecs pâles. Alors naturellement, elle dit que c'est toi. Si c'est un noir qu'elle cherche, elle sait forcément que ça peut être aucun des autres. Et Belle, comme je te l'ai dit, il a déjà tué un gamin noir. Hayward veillera à ce que le jury le sache. Merde. Si le jury le sait, ils voudront lui donner une médaille. Il contribue à la sécurité des rues. Fonny, tu ne dois pas penser ainsi, bébé. On a décidé quand cette saloperie a commencé que l'important serait de tenir jour après jour sans perdre la tête et sans essayer de regarder trop loin devant. Je te comprends, mon amour, mais ça ne sert à rien de penser ainsi. Je te manque? Oh oui. C'est pour ça que tu ne dois pas perdre ton sang-froid. Je t'attends, le bébé t'attend. Je suis désolé, Tiche, pardon. Je tiendrai le coup, je te le promets. Mais quelquefois c'est dur, parce que j'ai pas de raison d'être ici, tu comprends? Et il y a des choses qui se passent en moi que je ne comprends pas vraiment. Je commence à voir des choses que je voyais pas avant. Je n'ai pas de mots pour les nommer, alors j'ai peur. Je ne suis pas aussi fort que je le croyais. Je suis plus jeune que je le croyais. Mais je tiendrai le coup, je te le promets, Tiche. Je serai meilleur en sortant d'ici que quand je suis entré. Je te le promets, je le sais. Peut-être qu'il y avait quelque chose que je devais découvrir et je ne pouvais le découvrir qu'ici. Peut-être. Peut-être que c'est ça. Oh, Tiche, tu m'aimes? Je t'aime, je t'aime. Il faut que tu saches que je t'aime, comme tu sais que tes cheveux poussent sur ta tête. J'ai l'air affreux, non? Eh bien, je voudrais pouvoir m'occuper un peu de toi, mais à mes yeux, tu es très beau. Moi aussi, je voudrais pouvoir m'occuper de toi. Un silence s'établit et nous nous regardons. La porte s'ouvre derrière Fonny et l'homme apparaît. C'est toujours le moment le plus affreux quand Fonny doit se lever et partir, et moi de même. Mais Fonny est calme. Il se dresse et lève le poing. Il sourit, reste un instant immobile, ses yeux dans les miens. Quelque chose passe de lui à moi, amour et courage. Oui, oui, nous nous en sortirons. À mon tour, je me lève, je souris et je tends mon poing. Il se dirige vers son enfer, je marche vers mon Sahara. Les erreurs de calcul de ce monde sont infinies. Le procureur, le ministère public, l'État, le peuple contre Alonzo Hunt ont réussi à immobiliser, isoler, suborner tous les témoins en faveur d'Alonzo Hunt. Mais ils se sont baisés eux-mêmes, comme nous l'apprend une Sharon amaigrie, le soir où Ernestine a emprunté la voiture de son actrice et son chauffeur pour ramener maman de l'aéroport Kennedy jusqu'à la maison. J'ai attendu 2 autres jours. Je me disais, ça ne peut pas se terminer comme ça. La partie ne peut pas s'achever ainsi. Jaime disait que si, que c'était possible et même probable. L'histoire avait déjà fait le tour de l'île. Tout le monde était au courant. Jaime en savait plus que moi d'ailleurs. Il disait qu'on me suivait partout, qu'on nous suivait partout. Et un soir, dans le taxi, il m'en a donné la preuve. Mais je vous raconterai ça un autre jour. Le visage de maman. Elle aussi a vu quelque chose qu'elle n'avait jamais vu avant. Je ne pouvais plus me déplacer. Pendant les 2 derniers jours, Jaime est devenu mon espion.
Les gens connaissaient surtout son taxi, vous voyez ce que je veux dire. Ils connaissent toujours mieux l'extérieur que l'intérieur des choses. S'ils apercevaient le taxi de Raimé, ils voyaient Raimé. Ils ne cherchaient pas à regarder à l'intérieur. Le visage de Sharon et celui de Joseph. Alors il a emprunté la voiture de quelqu'un, ainsi les gens ne le voyaient pas arriver. Une fois qu'ils l'avaient reconnu, ça n'avait plus d'importance puisqu'il n'était pas avec moi. Il faisait partie du paysage, comme la mer, le tas d'ordures. Il était quelque chose qu'ils avaient toujours connu. Ils n'avaient pas besoin de le regarder. Je n'avais jamais vu ça. Peut-être qu'ils n'osaient pas le regarder, comme pour le tas d'ordures, comme pour eux-mêmes. Et nous faisons pareil. Je n'avais jamais vu ça. Jamais. Je ne parle pas espagnol et eux ne parlent pas anglais. Mais nous sommes sur le même tas d'immondices, pour la même raison. Elle me regarde. Pour la même raison. Je n'y avais jamais réfléchi de cette manière avant. Quiconque a découvert l'Amérique mériterait d'être envoyé enchaîné dans son pays pour y mourir. Elle me regarde de nouveau. Tâche de nous amener ce bébé à bon port, tu entends? Et elle sourit. Elle sourit. Elle est très proche de moi et très loin. Et nous ne laisserons personne mettre des chaînes à ce bébé. Elle se lève et arpente la cuisine. Nous l'observons. Elle a vraiment maigri. Elle tient un verre de gin et de jus d'orange. Je sais qu'elle n'a pas encore défait ses valises. Je la regarde lutter contre les larmes et je me rends compte qu'après tout, elle est vraiment jeune. Enfin, il était là. Jaime était là quand on a emmené la fille. Elle hurlait, elle faisait une fausse couche. Pietro la portait dans ses bras jusqu'en bas des escaliers. Elle avait déjà commencé à saigner. Sharon boit. Elle se tient devant la fenêtre dans une sorte d'isolement. On l'a conduite dans les montagnes, à un endroit qui s'appelle Baranguitas. Pour y aller, il faut savoir où c'est. Jaime dit qu'on ne la reverra plus. Adieu au jugement, puisque l'accusation vient de perdre son principal témoin. Nous gardons un léger espoir avec Daniel, mais aucun de nous ne peut le voir, à supposer que nous sachions où il est. On l'a transféré dans une prison au nord de l'État. Edward vérifie, Edward s'en occupe. Le procureur demandera un délai. Nous demandons que l'accusation soit retirée et que l'affaire soit close. Mais nous devons nous préparer à régler une caution, si le juge y consent, si nous pouvons la fournir. Très bien, dit Joseph. Il se lève et se dirige vers la fenêtre. Il se tient à côté de Sharon sans la toucher. Il regarde leur univers. Ça va? Demande Joseph en lui allumant une cigarette. Oui, ça va. Alors allons nous coucher. Tu es fatigué et ça fait un bout de temps que tu es parti. Bonne nuit, dit Ernestine d'une voix énergique. Main dans la main, Sharon et Joseph s'éloignent vers leur chambre. En un sens, c'est nous qui sommes leurs aînés, maintenant. Et le bébé recommence à bouger. Le temps.